Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, eh bien, ça y est, on continue. Et la week 3, la week 3 est passée en college football. Donc, on va vous parler du week-end dernier, puis du week-end qui arrive, bien entendu, comme chaque semaine. On va tout de suite démarrer quand même par un petit crossover NFL et college football. Et déjà pour les actus de la NFL, on vous invite encore une fois à aller suivre sur Facebook et sur Instagram nos collègues de chez Actu Football Américain, c'est nos potos, on fait pas mal de choses en commun, donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre et vous aurez toutes les dernières actus. On va démarrer par ce crossover assez rapide en parlant des rookies et bien des quelques rookies qui ont pu vous impressionner ce week-end. Est-ce que vous les gars, on va parler d'un rookie particulier juste après bien entendu, mais est-ce que vous les gars déjà, il y a certains rookies qui vous ont impressionné dans ces matchs NFL, dans ce week-end NFL qui n'est toujours pas fini, parce qu'il reste un match ce soir au Monday Night. Alors, Robin, je savais que tu voulais aborder le sujet. Juste avant, hier, j'ai quand même vu un petit tweet d'Augustin avec Notre-Dame qui disait « Antoine Winfield, on vous en a toujours parlé dans le podcast. Gus Winfield, il a fait un gros match du côté des Bucks hier face aux Panthers ?» Oui, ils affrontaient, comme tu l'as dit, les Panthers. Alors, pour vous donner sa fiche de stats, c'est 11 plaquages pour un sac et un forced fumble. Moi, sincèrement, je suis pas du tout étonné parce qu'Antoine Winfield, on l'a dit à plusieurs reprises, que ce soit dans les épisodes mock draft ou même sur Twitter, c'est un putain de playmaker. Genre, certes, il est pas très grand, il est peut-être pas très physique, mais c'est le genre de gars qui te fait des actions, qui te fait des passes deflection, des sacs, des interceptions, qui peut te changer le cours d'un match. Et là, en 2 matchs, il montre déjà chez les Buccaneers qu'il aura un grand rôle cette année. Et en fait, c'est juste une confirmation, quoi. Pas de surprise de notre côté. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais zéro surprise ici. Je veux dire un petit truc, c'est tout le monde nous demandait à l'époque pourquoi on le mettait aussi haut et pourquoi on le mettait en premier au niveau des safety. Je pense qu'ils ont la réponse et moi, je leur demande où sont le 2 et le 3e. Ceux qui font en ce moment. Voilà. Bon, après, Grant Delpit, il est blessé. On lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, par lui. Voilà. Moi, je voulais juste finir là-dessus, sur lui. Je te dis, ça nous étonne pas trop. Moi, alors, je suis pas étonné de son rendement et de son efficacité aussitôt dans la saison, mais je suis, on va dire, plus étonné dans ce qu'il fait sur les matchs. Comme tu as dit, il est à 11 plaquages, un sac et un fumble forcé. Et moi, personnellement, c'était pas là où je l'attendais, tu vois. Je l'attendais beaucoup. Ouais, on l'attendait pas dans ce registre. Sur des passes deflection, sur des inters. Pour moi, c'était vraiment un safety typé un peu ball hawk, donc qui va jouer la balle. Et là, en fait, je m'en rends compte. Je le savais déjà, mais je pensais pas aussitôt et à ce niveau-là que même quand faut aller au charbon, quand faut aller plaquer, quand faut aller saquer, quand faut aller taper du ballon pour réclamer des fumbles, même là, il est présent. Et donc, si il arrive à se développer aussi vite à ce niveau-là, son instinct pour la balle, ça, il est là et à mon avis, il est né avec. Mais si même là-dessus, il arrive à produire aussitôt, s'il continue à bien progresser à bien tout, ça peut être flippant dans très peu de temps, en fait. J'allais dire dans 2-3 ans, mais en fait, ça peut être très flippant dans beaucoup moins de temps que ça, en fait. Fin de cette année, voire début d'année prochaine, ça peut déjà pas être drôle, à mon avis. Eh bien, très bien, ça sera un peu le rookie défensif de la semaine à nos yeux, je dirais. Aussi, on va passer de l'autre côté, du côté offense. Déjà, il y a eu un bon match pour un O-line, c'est Mekhi Becton. Moi, vous le savez toujours, j'y croyais pas trop, Mekhi Becton. Il a fait un bon match, en tout cas, du côté des Jets, malgré leur défaite, mais bon, il est un peu seul, on va dire. Mais surtout, il y a un quarterback qui a joué son premier match hier en tant que titulaire. C'était du côté de Los Angeles d'ailleurs, où il a inauguré le nouveau stade des Chargers, qui sera partagé avec les Rams, le SoFi Stadium. Et bien entendu, c'était le petit chouchou de notre ami Robin d'Oregon, parce que Robin, qui c'était ce quarterback ? Justin Herbert. Non, en fait, c'est vraiment J'étais tellement heureux hier. J'étais pas là, mais je regardais le match sur mon téléphone et j'avais un peu de connexion. C'était le bonheur de le voir là sur le terrain. Faut quand même mentionner Joe Burrow qui a fait un très bon match avec les Bengals, qui a lancé 61 fois, mais qui a prouvé de belles choses
lors du match des Bengals. Donc, mais pour moi, c'est pas lui le rookie de la semaine. Pour moi, le rookie de la semaine, c'est Justin Herbert qui a tenu tête aux Chiefs qui sont champions qui ont gagné le Super Bowl l'année dernière. Donc, il a quand même tenu tête à cette équipe et il finit avec 310 yards à la passe, 18 yards à la course et 2 touchdowns, une interception dégueulasse, mais il fait un bon match et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, c'est mon chouchou et c'est pour ça que c'est le joueur de la semaine. Personne ne me parle de ça. En tout cas, on a pu le voir à tes tweets que tu étais très heureux. Et oui, comme tu l'as dit, en fait, c'est joué vraiment dans les dernières. En overtime, la victoire des Chiefs. Donc, bien joué de la part d'Herbert, parce que se retrouver face à des Tyrann Mathieu, des Chris Jones dès le premier match titre NFL, voilà, c'est quand même compliqué. Ouais, si je pouvais juste donner un deuxième joueur que beaucoup moins en termes de stats, en tout cas impressionnant que Herbert, qui est évidemment le joueur de la semaine. Enfin le rookie de la semaine en tout cas. Moi j'aimerais juste noter le très bon match de Michael Pittman, le receveur qui vient de USC, qui est au Colts. Et exact. Qui commence à prendre une belle place. Alors sa ligne de stats elle est pas folichonne non plus. Il finit avec 4 catchs pour 37 yards si je dis pas de bêtises. Mais voilà, moi j'ai vu un peu le match, que ce soit dans les blocs, que ce soit dans ses catchs. Il est à 4 catchs pour 6 targets si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et pour faire plaisir à Valentin, évidemment, moi j'étais très heureux aussi, car mon petit Freddy Swain de Florida a mis son premier TD avec les Seahawks ce week-end. Donc il finit à un catch, un TD, pas mal. Les Seahawks auteurs d'une grosse victoire face aux Patriots. Du côté de Seattle hier, on va passer tout de suite au college football et on va parler du Group of Five. Donc voilà, pas le Power Five. On va déjà aborder en premier match. Gros score, UCF, donc Central Florida, qui affrontait Georgia Tech. 49-21 pour UCF. Au niveau des stats, Dylan Gabriel, le quarterback, c'est 4 touchdowns, une interception et 417 yards à la course. À la passe, pardonnez-moi. Plus 30 yards à la course. On a aussi Otis Anderson, le running back, qui a été auteur d'un match, 18 portées, 88 yards, un touchdown. Voilà, et puis surtout Marlon Williams, le receveur de UCF, qui s'est distingué avec 2 touchdowns et 154 yards pour 10 réceptions. C'est un gros match face à une équipe de Georgia Tech qu'on attendait peu, mais qui avait quand même fait un bon match et une belle victoire la semaine dernière. Toi, Augustin, je sais que tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, c'était finalement le résultat logique? Je pense qu'on avait tous parié sur UCF. Oui, alors j'ai regardé ce match d'un œil plus avisé, pour la simple et bonne raison que Georgia Tech me hype cette année grâce à leur victoire face à Florida State, et surtout parce que UCF a un super quarterback qui peut prétendre à monter dans la hiérarchie des meilleurs quarterbacks du college football, Dylan Gabriel. Donc voilà, ça faisait un petit cocktail assez intéressant ce week-end. Et voilà, le match il a été passionnant à voir. Au début du match, c'était une partie, on va dire, défensive, puis une bataille offensive entre Jeff Sims, le quarterback de Georgia Tech, et Dylan Gabriel, avant de prendre le large, ils ont mené 28-7 pendant le second quart-temps, il me semble. Et à partir du quatrième quart-temps, t'as Georgia Tech par notamment les courses répétées de Jahmyr Gibbs, leur star running back, qui a commencé petit à petit à revenir jusqu'à ce qu'on puisse croire un éventuel comeback et upset de Georgia Tech face à UCF, mais c'était sans compter, comme tu l'as dit, avec encore une fois les passes de Dylan Gabriel ou le jeu à la course d'Otis Anderson pour mettre fin aux espoirs des Yellow Jackets. Donc voilà, c'était un match hyper intéressant et moi je vous conseille vraiment de regarder UCF à l'avenir, avec Georgia Tech évidemment. Dylan Gabriel, qui, il faut le noter, vient d'Hawaï. Et il avait eu, c'était un 3 étoiles, mais il avait eu quand même des offres de Georgia USC. Donc pour dire que il sortait pas non plus de nulle part. C'était pas le premier Charlot venu, on va dire, si je peux utiliser ce terme. Belle victoire de UCF en tout cas. On passe à Cincinnati, qui est son premier match de la saison. Cincinnati qui joue à Austin Peay. Austin Peay, j'ai l'impression que les pauvres, c'est un peu les paillassons des équipes là, ces derniers temps. Avec une victoire 55-20 de Cincinnati. Cincinnati qui était très attendu, notamment par les médias en début de saison, parce qu'ils les avaient mis dans le top 25.
Pour vous, Cincinnati, ça va être une bonne saison, ça annonce une bonne saison parce qu'ils arrivent quand même face à une équipe qui avait déjà 2 matchs dans les jambes et premier match, 55 points, tranquille. Ouais. Moi, je trouve que c'est une équipe solide et bon, même si c'était que Austin Peay en face, je trouve qu'ils ont un très bon quarterback, Desmond Ridder. Il prend peu de risques et il est hyper efficace dans les jeux, on va dire, plus fondamentaux du football et je pense ça peut que marcher à Cincinnati et je voudrais juste qu'on regarde un petit peu la physionomie de ce match face à Austin Peay. Là où au college football, on est généralement habitué à voir des équipes scorer un grand nombre de points durant un quart-temps précisément ou une partie du match, Cincinnati a inscrit 14 points à tous les quart-temps. Voilà, donc continuellement sur tout le match, ils ont fait preuve d'une constance, notamment par l'intermédiaire de leur running back, mince, quand j'ai oublié son nom, Trey Tucker ou Gerrit Dawkes, pardon, j'avais oublié son nom. Voilà, donc ils ont fait un super match, c'était très cohérent et pourquoi pas voir Cincinnati mieux que 13 à la fin de l'année. Merci Gus. On va passer au troisième match, les Raging Cajuns de Louisiana qui affrontaient Georgia State, donc à ne pas confondre avec Georgia Tech, Georgia State. Victoire 34-31 en overtime pour Louisiana, donc c'était quand même ce qui était prévu de base de leur victoire. Normalement, je pense qu'on s'attendait tous à une plus grosse victoire même. Le quarterback Levi Lewis, dont on parle souvent, le gaucher, c'est 279 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Pour avoir vu un peu du match, et puis un gros match pardonnez-moi, du running back Elijah Mitchell, 16 portées, 164 yards et 2 touchdowns. Pour avoir vu un peu le match, j'ai pas été convaincu. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus des problèmes de défense qui vont faire défaut à Louisiana et puis l'offense qui essaye un peu de rattraper tout ça. Mais finalement, il y a eu des mauvaises décisions. Les 2 interceptions de Lewis sont assez évitables. Toi, Robin, je sais que tu as regardé ce match, en tout cas d'un œil. Qu'est-ce que tu en as pensé? La victoire est logique, mais la victoire elle est quand même pas évidente. C'est ça, en fait, au début, je regardais que d'un œil, mais ensuite, j'étais happé par le match. Enfin, je regardais en même temps Oklahoma State, Tulsa, mais bon, je suis vite retourné sur Louisiana, Georgia State en unique match. C'était vraiment intéressant à voir parce que Georgia State, ils étaient partis pour créer l'upset, en fait. Louisiana était mené de pas mal de points, en fait, et donc ça a permis de faire un match hyper intéressant. Ça s'est fini en overtime, 34-31. Et en fait, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, le running back Elijah Mitchell qui fait 160 yards, c'est énorme pour 2 TD. Levi Lewis qui lance 2 interceptions. Les 2 interceptions, elles sont largement évitables dans le sens où c'est pas des lancers qu'il doit faire. Il est pas obligé de le faire, il n'est pas forcément sous pression, etc. Comment dire, c'était Georgia State en face, ça fait mal de le dire, mais on n'était pas censé se faire, Louisiana n'était pas censé se faire upset par Georgia State. Georgia State a fait un très très gros match en défense, ça courait de partout, ça allait sur tous les ballons, sur tous les joueurs, ça mettait toujours 2 ou 3 joueurs au plaquage, donc c'est vraiment quelque chose qui était impressionnant à voir en défense. Et en attaque, leur petit running back Destin Coates, qui est fini à 150 yards aussi. Écoute, très bien, très bon match. C'était hyper intéressant, surtout en overtime, donc pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Eh bien, je te remercie. Donc, victoire tout de même de Louisiana qui sont à 2-0. On passe du côté d'Appalachian State qui se déplaçait à Marshall. Victoire peu évidente, encore une fois, 17-7 de Marshall. Alors, on avait leur quarterback Grant Wells à la loupe parce qu'il a effectué un très, très, très bon premier match cette saison. Là, aujourd'hui, ça s'est moins bien passé. Enfin, aujourd'hui, ce week-end, c'est moins bien passé. 11 passes complétées sur 25 tentatives, 163 yards, 0 touchdown, 1 interception. En face, Appalachian State, Zach Thomas, 268 yards à la passe, 1 touchdown, 1 interception. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? C'était quand même un match, comment dire, qui était, en fait, voilà, c'était un match sur le papier, c'est pas sexy, mais finalement, vu ce qui s'est passé, c'était pas sexy non plus. Mais de base, sincèrement, à voir, de base, on avait envie d'aller voir ce match. On avait envie de le regarder parce que Marshall ont très bien débuté la saison. Appalachian State reste sur
sur une bonne lancée avec la saison dernière, une première victoire la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé? Mais écoute, c'était un match qui a commencé d'une manière tonitruante. Il y a eu des touchdowns ou des belles courses dès le début du match, donc c'était un match qui prédisait vraiment une très belle suite de matchs. Sauf que ça a ralenti fort. Appalachian State et Marshall, ça tapait réellement. Enfin, c'était hyper dur sur les contacts. Il y avait des belles courses, il y avait des. Mais malheureusement, sur le score, on voit pas le spectacle qu'il y a eu pendant le match. Tout à l'heure, tu parlais de Grant Wells. C'est vrai que son premier match, il nous avait tous hypés avec ses 4 TD et son nombre de yards lancés avant. Donc, c'était quelque chose qui était. C'est un joueur que j'allais suivre. Et il finit avec 11 passes complétées sur 25 seulement et 160 yards pour une interception, pas de touchdown. Ça fait mal pour Grant Wells qui avait fait une très bonne première en tant que freshman. Et là, c'est un peu la défense de Appalachian State qui a mis les bouchées doubles pour l'arrêter. Donc voilà, c'est un bon match. Appalachian State, ils allaient remonter à 14-17. Mais il y a un défenseur de Marshall qui fait le jeu jusqu'au bout et qui arrive à taper pour faire fumble. Ça, encore une fois, c'est Dieu seul. C'est des jeux qui font la beauté du CFB. Donc, le score ne le reflète pas forcément, mais c'était quand même un très beau match. Enfin, un beau match, je dirais plutôt. Et Appalachian State 23, c'est dommage qu'ils perdent ce match-là. Et ça permet à Marshall d'être classé dans le top 25 à la suite de cette année. Donc, très, très, très propre. Un match plaisant à regarder quand même. Eh bien, merci Robin. On va passer match suivant, Navy qui se déplaçait à Tulane. Alors encore une fois, pour les fans fous d'LSU et des Saints en même temps, je rappelle que Tulane est la vraie fac de la Nouvelle-Orléans. Ne l'oubliez pas. Voilà, et les Saints jouaient sur le terrain de Tulane au tout début. Victoire 27-24 pour Navy. Avec Dallin Morris, le quarterback Navy senior qui était en grosse difficulté lors du premier match face à BYU, qui a pu marquer un touchdown et 0 interception, mais il a seulement lancé 139 yards avec 6 complétions sur 11 tentatives, donc c'est clairement peu. Toi, Augustin, je sais que tu t'es souvent intéressé d'ailleurs par tout ce qui est Navy, Army. Toi, c'est un peu ton dada, sachant qu'en plus, avec Notre-Dame, il y a forcément une connexion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et puis, surtout, Tulane qui gagne de 24-0 à la mi-temps, et au final, qui ne mettent aucun point en deuxième mi-temps et qui perdent 27-24. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tout ça? De base, je regardais pas du tout le match, mais donc du coup, il y avait 24-0 à la mi-temps, donc pour Tulane, aucune raison de regarder la suite du match. Jusqu'au moment où des insiders sur Twitter commencent à parler d'une éventuelle remontée de Navy, et à 24-14, j'ai commencé à mettre le match. J'arrive et là je vois un team safety, enfin un safety du coup qui a été scoré, si on peut dire ça comme ça, par Navy. Ils reviennent à 24-16. Puis après, magnifique touchdown avec une passe du quarterback Dallin Morris pour Michael Cooper de 32 yards, qui a été converti sur une conversion à 2 points, 24-24. Et Navy gagne le match avec un field goal à la dernière seconde inscrit par Bian Nichols, 27-24. Voilà, donc c'était le plus grand déficit de points remonté dans l'histoire de l'équipe de la Navy. Et voilà quoi, c'est un petit peu la performance historique du week-end, si je puis dire. Eh bien, merci. Et puis, dernier match du Group of Five que l'on va présenter, eh bien, cette fois-ci, c'était le derby texan de la semaine, parce que, comme vous le savez, il y en a chaque semaine. Alors, SMU, les Mustangs qui se déplaçaient à North Texas. C'était un gros match, je dirais, parce que c'est quand même deux équipes qui peuvent se valoir, même si SMU a un léger avantage. Eh bien, SMU ont gagné 65-35, un match énorme. Pour vous sortir des stats, déjà le QB d'SMU, qui était l'ancien QB titulaire de Texas, on ne l'oublie pas, Shane Buechele, qui est très attendu aussi cette saison, c'est 4 touchdowns pour 0 interception et 344 yards à la passe.
Mais à la course, surtout, on a eu le petit Willis Bentley, The Foe, 19 portées, 227 yards, 3 touchdowns, c'est incroyable. Enfin, il a la défense de North Texas qui s'est littéralement fait rouler dessus. Voilà, après, on a 2 receveurs à plus de 100 yards, Reggie Robertson et Richie Rice. Enfin, ça a été une catastrophe pour North Texas. Mais victoire logique pour vous, SMU, c'est quand même Buchele. SMU, c'est quand même la petite équipe à surveiller du côté du Texas. Est-ce que ça peut... Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Et à suivre, parce qu'il y a Junior Rao, un Français surtout, qui a pu faire un plaquage. Ouais. Exact. Félicitations à lui d'ailleurs. Chaque semaine, maintenant, on commence à féliciter les Français, ça fait plaisir, n'empêche. Voilà, on a terminé pour tout ce qui est du Group of Five. On va passer désormais à l'ACC, l'ACC, parce que la ACC, la SEC, arrive la semaine prochaine. On va en parler après. En ACC, déjà, il y a eu Clemson qui se déplaçait à The Citadel, les Bulldogs de The Citadel. Autant vous dire que c'est une fac quasi inconnue. Victoire 49-0, totalement logique de Clemson. Enfin, même si ça n'aurait pas été plus. Voilà, encore une fois, comme on en parlait la dernière fois, voilà, ils ont sorti la team 1, la team 2, la team 3. Trevor Lawrence qui a lancé 3 touchdowns, 0 interception, 168 yards, seulement 9 tentatives de passe, 8 complétées. Enfin voilà. DJ Ugalele qui a eu plus de tentatives de passe parce qu'il en a eu 11. Mais bon, 75 yards, rien d'autre à ajouter. Voilà, Travis Etienne, pareil, 68 yards. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur ce match. Ça nous apprend rien, quoi. Ouais, vas-y, Gohan. Ouais, tiens, ouais. Voilà, c'est la voix que je souhaitais entendre. C'est celle-ci, cette douce voix de notre ami de Floride. Guillaume, dis-nous. Moi, je pense qu'en fait, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais le, entre guillemets, seul truc qu'on peut en tirer, parce que évidemment que les titulaires allaient rouler sur Citadel, sans leur faire offense, parce que bon, ça reste une équipe de foot ou quoi, mais ils sont clairement pas du niveau de Clemson. Moi, par contre, j'ai quand même été assez surpris que à partir du moment où la team 1 est sortie, Clemson n'a pas marqué le moindre point. C'est-à-dire que à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps, il y a 49-0 pour Clemson. À la fin du match, il y a 49-0 pour Clemson. Alors, les explications, c'est quoi? C'est la team 2, elle s'en foutait. Citadel s'est réveillée. Encore une fois, sans leur faire offense, je pense pas que leur team 1 peut contenir la team 2 de Clemson. C'est encore même la team 2, c'est censé être un autre calibre. Et voir que les mecs ne mettent pas un point, c'est pas très encourageant. D'ailleurs, c'est bien d'en parler parce que le fait de la profondeur de banc, tu vois, de la profondeur de banc et du poste Lawrence. Après, encore une fois, à mon avis, ils ont dû se relâcher. Ils étaient à la mi-temps, ils ont déjà dû ouvrir les bières quasiment, tu vois. Mais c'est la Belgique. Bisous à nos copains belges, hein, c'est des blagues. Ouais. Hein, je suis moi-même belge, donc je peux me permettre. Mais voilà, moi je trouve ça, si c'est vraiment ça qui s'est passé, je trouve ça excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais je trouve ça sacrément con, parce que on donne tes deuxième team, on donne ta chance entre guillemets de briller, de montrer que tu sais faire, et tu mets pas un point contre Citadel. Alors oui, ok, t'en prends pas un. Personnellement, je pense que c'est le minimum syndical, mais tu mets pas un point contre Citadel. Pour moi, il y a un petit problème, tu vois. D'ailleurs, le quarterback numéro 3 dans la hiérarchie, mais qui est très bien, qui était très bien noté à la sortie du lycée, voilà, qui était à Clemson aussi pour reprendre le flambeau. Taysun Phomachan, c'est une tentative de passe, 5 tentatives de passe, une seule de complétée, moins 1 yard. Alors, ou bien il y avait un problème, ou bien il y avait un problème quand même. Bah, on va dire qu'il a fait 13 yards à la course en 2 courses. Voilà. On va dire que c'est vrai que comme chez quelqu'un d'autre, comme dans l'équipe d'une autre personne dans ce podcast, peut-être qu'ils ont un quarterback qui est aussi running back, tu vois. Peut-être. Mais c'est vrai. ça commence. Non, stop. Ah, je fais chauffer parce que là, ça va arriver. Coupez. Faut que je chauffe un petit peu, ça va arriver là. Putain. Ah bah, au moins, Guillaume, t'as le sens des transitions, hein, parce que tu te fous de la gueule de Valentin avec Plumlee qui fait que de courir.
Mais moi, ce week-end, Yann Book avec Notre-Dame, il a fait que de courir, hein, il a lancé aucun ballon aussi. Et ben voilà, tiens, on y vient, parce que Notre-Dame jouait à domicile, hein, face à South Florida. Bon, pareil, South Florida, pour votre gouverne, c'est pas forcément une grosse faille. Enfin, oui, c'est loin d'être de la taille de Notre-Dame, quoi. Voilà. Et victoire 52-0 pour Notre-Dame, hein, très belle prestation défensive du coup. Yann Book, c'est seulement 143 yards à la passe, 0 touchdown, 0 interception. Il y a même mais 3 touchdowns à la course. Ouais, j'allais y venir, Gus. Je sais, il est pressé d'en parler. Je sais, Notre-Dame. Juste pour la petite anecdote. 9 yards, 3 TD. C'est incroyable. Il met un TD tous les 3 yards de la course. Ça, c'est des belles stats, j'adore ça. On dirait des stats de fullback. Ouais, c'est clair. Et ouais, vous avez même fait jouer votre quarterback remplaçant, le freshman Drew Pine, que toi, tu as eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs, voilà pour la petite anecdote. Donc, il faut retrouver dans les archives de Notre-Dame France. Mais en tout cas, Gus avait interviewé Drew Pine. Vas-y, Gus, je te laisse présenter le match, ton match du week-end. Je vais être très court, hein, parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, victoire 52-0. Des touchdowns inscrits à la course. Yann Book, Chris Tyree, Sibo Flemister. Et non, je suis vache de dire qu'on n'a qu'inscrit des TD à la course. Jordan Botello, qui est un linebacker true freshman, a mis un yard sur un punt bloqué par Jeremiah Owusu-Koramoah. Donc voilà, ce touchdown, il a porté la marque à 52-0. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mis à part qu'on va jouer Wake Forest dans la semaine prochaine. Voilà, quoi, c'était le match à faire pour Notre-Dame, sachant qu'on avait un petit peu déçu, on va dire, la semaine dernière face à Duke. Si l'équipe s'est globalement reprise en étant bien meilleure, étant bien plus précise, je pense notamment aux quelques ballons qu'ont reçus les receveurs, au bloc de la O-line, etc., à la défense, sur les plaquages loupés. Yann Book n'a pas lancé assez de ballons et ça m'inquiète un petit peu. Et j'ai une petite question pour toi, Gus. On adore les questions de Valentin. Souvent les questions de Valentin. Vas-y. Non, c'est une question pertinente. Comment ça se fait que Yann Book soit aussi nul alors qu'il a une des meilleures lignes de college football? Voilà. Non, tu peux pas dire ça parce que sur les 2 dernières saisons, il a quand même prouvé qu'il savait lancer des ballons et qu'il en lançait des beaux. Après, là, c'est vrai que cette année, je trouve... Bon, après, tu vas me dire, il y a eu que 2 matchs, mais c'est vrai qu'il sous-performe. Après... pour le défendre, je pourrais dire qu'il a perdu ses 3 cibles principales de l'an dernier avec Colkmet, Chase Claypool qui fait du sale à Pittsburgh et Chris Finke. Donc voilà, yes, à sa décharge. Alors, si tu préfères, comment ça se fait qu'on parle pas de Yann Book comme un top 5 QB pour la prochaine draft avec la ligne qu'il a et les joueurs qu'il a eu? Moi non plus, j'explique pas. Je vais pas le défendre coûte que coûte. Non, il est pas nul. Il fait juste un mauvais début de saison. Ah, je te taquine, c'est bon. C'est un très bon QB. C'est un bon QB de college football. Non, mais je sais, mais c'est pas étonnant que tu me dis ça parce que si tu me taquines comme ça, c'est que tu sais au fond de toi qu'il fait un mauvais début de saison et c'est assez frustrant, quoi. C'est vrai que quand tu as une O-line comme ça, peut-être la meilleure du college football cette année. Il a quasiment aucune chance de se faire saquer de l'année, mis à part peut-être face à Clemson. C'est sûr que c'est frustrant. Et moi, ça me frustre. J'aimerais qu'il lance des ballons à nos tight ends. En particulier, ça me fait chier. Surtout que finalement, Notre-Dame, c'est quand même... vous avez affronté Duke, là, c'était South Florida. Enfin, c'est des matchs où il a largement l'espace, on va dire, pour montrer son talent, quoi. Après, comme tu dis, je le défends pas. Enfin, tu le défends pas. Je te comprends très bien. Non, mais c'est ça, c'est qu'il est tranquille dans sa poche. Il a 10 secondes pour lancer le ballon. Tu le vois hésiter, tu le vois faire des mouvements d'épaule. Mais à un moment, il trouve plus ses receveurs. Et là, il décide de courir ou de lancer une passe à Kyron Williams ou à Jafar Armstrong pour aller gagner 5 ou 6 yards. On a l'impression qu'il n'ose pas lancer le ballon, en fait. Il n'ose pas prendre de risques, peut-être la peur de l'interception, de ne pas être précis, enfin, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il est un peu rouillé. Enfin, rouillé.
Non, qu'est-ce que je dis? Il est pas rouillé, il est très jeune, mais il est verrouillé, quoi. Voilà, ce serait plutôt le bon terme. Il a une sorte de blocage, je ne sais pas pourquoi. À voir la semaine prochaine face à Wake Forest. Ouais. Oui. Ouais, juste on a parlé vite fait, mais pour la petite histoire, le running back true freshman Chris Tyree qui a marqué son premier TD à ce week-end en NCAA, pour ceux qui aiment les joueurs français qui jouent un peu aux États-Unis, est c'est lui que je vous parlais pendant la off-season, qui était le coéquipier d'un petit Français qui joue au Flash de la Courneuve à Chester en Virginie. En Virginie, ouais. C'est juste ça. Ah oui, tu m'en parlais comme quoi il était super. Enfin, apparemment, c'était quelqu'un de super sympa en dehors, quoi, en dehors du terrain. C'est ça. Les échos que j'en ai eu du petit Français en question, Justin, s'il écoute, il se reconnaîtra. Voilà, apparemment c'est vraiment une crème. En plus d'être un très très bon joueur, c'est vraiment une crème en dehors. Ça fait plaisir pour lui, Chris Tyree. C'est vrai, un nom à suivre au poste de running back, clairement, ça c'est indéniable. On passe match suivant, Syracuse qui se déplaçait à Pittsburgh, les Orange qui allaient chez les Panthers. On fait des bisous à Syracuse France comme d'habitude, on vous invite à les suivre sur Twitter, c'est notre pote. Syracuse défaite une nouvelle fois, deuxième défaite de suite. On s'attendait pas à une grosse saison, mais pas forcément déçu parce que voilà, on s'attendait à une victoire de Pittsburgh. Pas en revanche, pas une victoire très lourde non plus, 21-10. Kenny Pickett, le quarterback de Pittsburgh, c'est 2 touchdowns, une interception, 215 yards. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Mais pour celui-ci, j'ai regardé un peu, même en highlight, en condensé de 20 minutes, je me suis un peu emmerdé, quoi. En fait, Pittsburgh, ils ont... Pas les crus. Pittsburgh, ils ont quand même de la chance d'avoir gagné 21-10 parce que ils ont manqué 3 field goals déjà et ils ont eu 2 turnovers. Du coup, Syracuse, c'est plutôt Syracuse qui a manqué les opportunités de revenir plutôt que Pittsburgh n'a pas été bon en fait. Je pense que Kenny Pickett il fait une bonne saison en fait, un bon début de saison. Être à 2 victoires, 0 défaites, c'est très bien pour Pitt. Moi, c'est un peu mes chouchous cette année. C'est eux que j'ai présentés en ASSC et ça fait très plaisir de regarder cette équipe. Surtout la défense, on en parlait pendant le podcast de preview. La ligne défensive de Pittsburgh, elle est impressionnante. Et une fois n'est pas coutume, elle reste impressionnante cette semaine. Voilà, très bien. Si jamais vous voulez suivre une équipe en plein boom, écoutez, Pittsburgh, moi, il me hype bien. C'est plaisant de regarder leur match. Donc voilà. Eh bien, merci Robin, un peu plus optimiste que moi du coup. À noter comme la bonne prestation, enfin voilà, après c'est pas non plus formidable, mais la bonne prestation quand même d'André Cisco, le safety de Syracuse, dont on vous parle régulièrement, qui sera un bon prospect safety à la draft. On passe au match suivant. Le match suivant, eh bien, c'est les Boston College qui se déplaçaient à Duke. C'est un match qui peut être intéressant, car alors victoire 26-6 pour Boston College. Et c'était l'affrontement entre 2 quarterbacks d'anciennes grosses facs, en fait, Phil Jurkovec qui a transféré de Notre-Dame et Chase Bryce du côté de Duke qui a transféré de Clemson, dont vous avez parlé récemment. Donc 2 touchdowns, une interception pour Jurkovec et 300 yards. Bryce, ça s'est mal passé en revanche, 217 yards, mais 0 touchdown, 2 interceptions. Voilà, et puis... pas grand chose à rajouter. Moi, ce que j'en ai vu de ce match, en tout cas, c'est que Jurkovec, il avait quand même très peu de pression. Je m'attendais un peu plus de la D-line de Duke qui était pas si mauvaise, mais pourtant Dimujeke, donc du coup vous savez le compère de Chris Rumph the second et qui en fait donc une super D-line, il forme une super D-line à Duke, a inscrit, si je peux le dire comme ça, 3,5 sacs. Ouais, exact. Et mais oui, il était seul dans cette défense. Ouais. C'est ça, il était seul, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a pu profiter aussi de Boston College. Ils sont réputés de base pour avoir une bonne O-line. Là, c'était pas forcément le cas. Et bon, voilà, encore une fois, il y a un côté où Jurkovec avait le temps de lancer. Et encore une fois, des fois, il prenait trop de temps aussi. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois.
Et du coup, ça a profité à Dimu KJ. Mais voilà, après, match quand même plutôt simple pour Boston College. On attendait peut-être un peu plus de Duke. On savait que ça pouvait être un match qui pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Premier match en plus de Boston College, Duke qui avait déjà entamé leur saison. Et voilà, les Eagles ont quand même profité, ont quand même gagné. Voilà, pas grand-chose à dire. Rien à ajouter. Non, mis à part le fait que c'est la défense de Boston College qui a gagné le match, quoi. En interceptant 2 fois Chase Bryce, pardon. C'est littéralement eux les hommes du match. Exactement. On va passer, alors là, on passe sur les 2 derniers matchs et eux, franchement, c'était des gros matchs. Je vous invite à les regarder, au moins aller voir les highlights si vous avez le temps. C'était Wake Forest qui se déplaçait à NC State et gros match car victoire d'NC State. Encore une fois, c'est joué en fin de match et ensuite il y a eu une très mauvaise passe d'Hartman qui a fait perdre le match pour Wake Forest. Victoire 45-42 de NC State. Alors encore une fois, on se retrouve avec des équipes qui ont 0 défense, mais pour qui l'offense tourne bien. Du côté de Wake Forest, Sam Hartman, encore une fois, que vous avez pu voir dans Last Chance You, a gagné dans QB1 sur Netflix, a mis un touchdown, 0 interception, 236 yards. Voilà. C'est surtout le running back Kenneth Walker III avec 27 portées pour 131 yards et 3 touchdowns qui a animé l'offense du côté de Wake Forest. En face, c'est Bailey Hawkman, un touchdown, une interception, 191 yards. Et puis Ricky Person qui a lancé qu'une seule passe pour un touchdown, voilà, et 2 yards. Et qui a pu courir pour quand même personne qui a pu courir pour 99 yards et 2 touchdowns. Voilà, qu'est-ce que vous retenez vous de ce match? Ça s'est joué vraiment jusqu'à la fin, c'était plaisant à voir. Moi franchement, j'ai pris pour aimer l'offense, quand on aime l'offense en tout cas, j'ai pris un peu de plaisir et voilà, ça me faisait plaisir de voir Hartman aussi, ce qu'il pouvait faire face à une équipe un peu moins calibrée que Clemson la semaine dernière. Bon, ça n'a pas été le meilleur joueur du match, comme je le dis à la fin. En plus, c'est un peu lui qui ne permet pas le comeback. Mais vous, ça vous étonne que NC State finalement s'impose face à Wake Forest? Ça montre aussi la régression de Wake Forest par rapport à la saison dernière. Moi, pour suivre un petit peu les SEC, c'est vrai que j'aurais dit que Wake Forest allait gagner, mais après ils ont perdu du monde par le jeu des opt-out. Mais est-ce qu'on peut dire que la victoire elle est volée? À vrai dire, en fait, il n'y a pas d'équipe qui a déçu parce que c'était un vrai match de foot, quoi. Ça s'est joué à la fin, ils se sont rendus coup pour coup. Et c'est celui qui a le mieux géré ce match. T'as pas une équipe qui a surperformé ou une autre qui a sous-performé. C'est juste à la fin de la partie, il y en a une qui a inscrit 3 points de plus et l'équipe perdante n'a rien à se reprocher, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, ce match voulait rien dire. Oui, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est un match un peu plaisant à regarder parce qu'on se retrouve avec des équipes à peu près du même niveau. Wake Forest qui a redescendu un niveau au-dessous. On n'a pas été trop habitués en ce début de saison, là. Ouais, exactement. Il y a encore les grosses affiches. Ouais. Exactement. Donc c'était un duel quand même sympa à voir. On est ici, voilà. Et puis North Carolina, on avait dit que c'était intéressant de commencer à les suivre un peu. On a pu le voir, franchement. Non, match à voir. Si au moins vous pouvez regarder l'highlight, on vous les conseille. On va passer au dernier match. Dernier gros match du week-end. C'était vraiment l'affiche du week-end. C'était Miami qui se déplaçait à Louisville. Alors on avait souvent dit Louisville peut gagner. Eh bien, Louisville a perdu parce que grosse victoire de Miami, 47-34, mais ça a été un gros match. Franchement, j'ai pas regretté de le re-regarder. Bon, pour vous raconter la petite anecdote, je suis rentré samedi soir en état d'ébriété, on va dire. J'ai essayé de regarder le match un peu, j'ai regardé un carton, je me souvenais quasiment de rien le lendemain. Et puis j'ai re-regardé le match et franchement, grosse victoire de Miami. Derrick King, le quarterback dont on parle souvent, c'est 18 passes complétées sur 30 tentatives. Donc, ça quand même marque toujours un petit peu son imprécision.
325 yards tout de même, 3 touchdowns, 0 interception. Au niveau du rushing game pour Miami, Cameron Harris, encore une fois, très très gros match. Hein. Harris, vraiment le running back à suivre cette saison en ACC. 9 portées, 134 yards, 1 touchdown. Et on a eu aussi une belle prestation déjà de l'autre running back, Jalen Highton, hein, qui était bien sorti, un beau prospect à la sortie du lycée, lui qui avait des offres de toutes les grosses facs. Un touchdown à la course et un à la réception, notamment 75 yards à la réception. Très très beau touchdown. Brevin Jordan, le superbe tight end de Miami, qui devrait être quasiment un des 2 meilleurs tight ends avec Kyle Pitts à se présenter à la draft. C'est 7 réceptions, 120 yards et un touchdown. Voilà, tranquille. Will Mallory, l'autre tight end, lui, c'est un touchdown aussi, mais la paire de tight end fait bien son boulot du côté de Miami. C'est pour ça que je préférais dire aussi le nom de Mallory. Du côté de Louisville, eh bien, Louisville, franchement, ça n'a pas déçu, quoi. Tu vois, genre, on avait dit le trio Cunningham, Hawkins et Tutu Atwell. Franchement, ça n'a pas déçu du tout. Malik Cunningham, le quarterback, c'est 307 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Ce qu'il faut savoir avec Cunningham, c'est que c'était un athlète à la sortie du lycée. Il n'était pas considéré comme quarterback. Il a gagné sa place de quarterback du côté de Louisville. C'est super fun de le voir jouer. Javian Hawkins, j'ai encore été super impressionné par lui. C'est 27 portées, 164 yards, un touchdown, genre super. Vous voyez la façon dont il joue, ça, c'est du vrai college football. Le mec, il est running back, il a tout le temps envie, quoi. Il est tonique. Il n'y a pas une seule fois où tu as l'impression qu'il faiblit sur le terrain. Il court comme un fou à chaque fois. Il prend tous les ballons qu'il peut prendre jusqu'au maximum, il y va. Et en réception, Tutu Atwell, très gros match aussi. 8 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns. Bien accompagné par Des Fitzpatrick, qui a été auteur de quelques beaux catchs, 7 réceptions, 114 yards. Franchement, ça a été un match plaisant, sachant que Louisville, à un certain point, était en train de perdre et puis le match était quasiment acté. Mais Louisville a continué de se battre jusqu'au bout. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ont même tenté le onside kick, alors que c'était désespéré. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous avez été content quand même? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé de Derek King? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé du trio Cunningham, Hawkins, Atwell? Et aussi, voilà, il y a Derek King, son entourage, hein, les Harris, Jordan, tout ça. En quoi ça vous parle? Bah, moi, pour avoir vu le match, j'ai été assez déçu, enfin même très déçu de la défense de Louisville, qui a été catastrophique. Il y a des moments, ils se regardaient dans le blanc des yeux et t'avais Brevin Jordan qui perd le match. Mais ils ont fait 2-3 trucs comme ça. T'as l'attaque de Louisville qui a mis ni plus ni moins qu'une mi-temps avant de chauffer. Même si on va dire que pour moi, la défense de Miami avait très bien préparé son match contre l'attaque de Louisville. Notamment, il faut pas oublier qu'ils jouent sans Rousseau, Miami. Ils ont quand même réussi à mettre une grosse pression à Malik Cunningham. Heureusement que les changements ont été faits à la mi-temps et que Cunningham a réussi à retrouver Tutu Atwell, parce que ça devenait inquiétant à un moment quand même. C'était chaud, on s'est dit ça va être une grosse branlée et c'est tout. Donc content quand même qu'ils aient réussi à montrer un peu de leur talent sur la deuxième mi-temps. Mais par contre, j'ai été assez impressionné par Miami, parce que moi je voyais plus Louisville gagner. Mais la connexion de Derek King et avec Brevin Jordan a été assez impressionnante, même si sur un touchdown de, je crois, 50 yards, un truc comme ça, de Jordan, bon, c'est la défense de Louisville qui le laisse passer comme il veut. Mais je suis toujours pas un fan de Derek King. Je le vois toujours pas comme un top quarterback, mais bon, il faut bien avouer qu'il a fait quand même un match assez propre. Pas non plus dingue, hein, parce qu'il a raté pas mal de passes assez faciles. Avec une défense qui a forcé des turnovers. Si je dis pas de bêtises, ils en ont fait 3, dont une inter de... Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait, de Blade Junior. Franchement, assez intéressant. Alors, après, voilà, que l'attaque de Louisville leur roule dessus à un moment ou à un autre, c'était normal. Mais ouais, franchement, quand même une grosse victoire de Miami, hein, pour le coup. Et pour revenir à King, ouais, pareil. Alors, en fait, il y a des moments où tu te dis, waouh, le mec qui est chaud. Et il y a d'autres moments, en fait, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin,
c'est encore une fois, c'est compliqué de le juger d'Eric King. Comme tu l'as dit, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne l'avais pas mentionné parce que là, je parlais de l'attaque, mais tu as totalement eu raison, Val. La défense de Louisville, en fait, fait perdre le match quasiment à Louisville. Jalen Knighton, sur son touchdown de 75 yards, il est littéralement mais tout seul. D'ailleurs, on se demande encore comment il peut être aussi seul. Il y a une image qui a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux où tu le vois. Tu vois qu'il a un quart de terrain pour lui tout seul. Tu vois aucun défenseur autour de lui. Le mec, il court en petite foulée alors qu'il lui restait 40 yards à parcourir. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est quand même, c'est hallucinant presque. Voilà. Du côté de la défense de Miami, il y avait aussi Booba Bolden qui a fait un bon match, le DB qui était, pour la petite anecdote, le meilleur pote de Tate Martell depuis le lycée. Voilà, et ils avaient, lui, je crois qu'il était, à California ou USC, non, USC ou UCLA plutôt. Et il avait finalement transféré une saison plus tard pour aller à Miami rejoindre son ami Tate Martell. Bon match de Bolden. Voilà. Et juste pour la défense de Miami, Jalen Phillips qui a fait aussi un gros match, qui a réussi à mettre la pression sur Cunningham. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, il avait fait un sac, il a dû le taper 2 ou 3 fois. Et c'est lui qui remplace numériquement Grégory Rousseau. Et du coup, ouais, le junior, il a fait vraiment il m'a impressionné sur ce match-là. Et bien voilà, on clôt le chapitre ACC et on termine pour les présentations du week-end dernier. Désolé, c'est un peu long, mais il y a eu des matchs là. On termine par la Big 12 avec Tulsa qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State. Oklahoma State chez notre ami The Lonesome Cowboy, Baptiste, qui n'est malheureusement pas là ce soir. Baptiste, le pauvre, c'est un peu compliqué là. Il a eu un peu de chamboulement récemment. Donc il a voulu participer à l'épisode, finalement il n'a pas pu, mais en tout cas, alors, victoire 16-7 d'Oklahoma State face à Tulsa. Tulsa qui ne sont pas une grosse équipe, hein. Victoire très frustrante d'Oklahoma State qu'on attendait beaucoup mieux. Baptiste qui rageait lui de son côté chez lui. On a eu les tweets, hein, on a eu les messages aussi. Voilà, pas grand chose à dire. Le quarterback Spencer Sanders, le titulaire qui s'est blessé. Chuba Hubbard, quand même, un match ni plus ni moins, 93 yards pour 27 portées, c'est pas beaucoup, hein, et un touchdown. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce match de la part d'Oklahoma State? Vous attendez quand même à mieux, on est d'accord? Ah, ils ont sous-performé. Après, ça s'attendait vraiment à mieux. Ouais. Et il faut donner du crédit à la défense de Tulsa. C'est vrai, ouais, tu fais bien de le dire. C'est vrai, parce que souvent on oublie ça quand on parle des petites équipes, mais même si elles perdent, Tulsa qui se prend que 16 points face à Oklahoma State, c'est que c'est la défense aussi est pour quelque chose. Mais bon, apparemment, c'est vrai que le coaching offensif était vraiment... c'était pas forcément terrible pour nos amis les Cowboys. On va passer aussi, eh bien, l'autre match de Big 12 qui devait être joué, c'était encore un derby texan, c'était Houston qui se déplaçait à Baylor et le match a été reporté. Voilà, ultérieurement. Donc, on a terminé les reviews du week-end dernier. On va passer très rapidement au classement ePeople, hein, parce qu'il y a eu un nouveau classement de sortie. Encore une fois, il n'y a pas toutes les équipes la moitié des équipes dans ce classement n'ont même pas joué. C'est pas un classement de valeur, là, pour le moment. Premier, je vous donne le top 5. Et ensuite, je vous donne la fin du classement, là où il y a eu quelques petites surprises. Premier Clemson, deuxième Alabama, troisième Oklahoma, quatrième Georgia, cinquième Florida, c'est assez redondant à dire, sixième LSU, enfin voilà quoi. Notre-Dame qui monte quand même à la 7e place. On a Miami qui sont montés à la 12e place. Voilà, Miami, très gros bond. Alors qu'ils étaient à la 17e. Ouais, exact. Et puis on a aussi Army qui est à la 22e place. Alors le top 20, les 5 dernières équipes, c'est Virginia Tech qui a joué encore aucun match, qui est en 20. C'est surprenant. Même il y a Louisiana en 19, Pittsburgh 21, Army 22, Kentucky 23, Louisville 24, Marshall 25. Voilà, Kentucky. Et Marshall, aucun match non plus. Marshall, c'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'ils sont dans les People. Ouais, exact. Depuis 2014. 2014. 2014. Ouais, 6 ans. Fallait une pandémie pour ça. Donc voilà pour le classement ePeople. Il faut trouver des points positifs. Ouais. Nous sommes tous Marshall. Voilà pour le classement ePeople.
Et tout de suite, on passe à la preview du week-end prochain, hein, la Week 4. On va parler un peu des gros matchs. Bien sûr, on va pas pouvoir tous les citer parce que il y a la SEC qui rentre en jeu et ça y est, donc beaucoup de gros matchs du coup. Mais du coup, on va moins parler des petits matchs. Voilà. Cette fois-ci, on est obligé d'un peu filtrer. Et on va démarrer tout de suite avec un Kansas State-Oklahoma. Kansas State qui se déplace du côté d'Oklahoma. C'est l'occasion de revoir Spencer Rattler après un premier bon gros match d'Oklahoma la semaine dernière. Assez facile face à Missouri State. Skylar Thompson qui va galérer, on est tous d'accord, on se fait pas d'illusions pour Kansas State. Et surtout qu'ils ont galéré face à Arkansas State la semaine dernière. Hein. Moi, je pense qu'Oklahoma va les exploser. On verra Tanner Mordecai faire toute la seconde mi-temps. Un peu d'accord avec lui. Je pense que ça va être un peu un no-match et ça devrait être une victoire sans trop forcer pour Oklahoma. Alors, match suivant. Je ne cite pas maintenant celui-là. Putain. Je ne cite pas maintenant. Ah ouais, il y a un match après. Il y a un match après, franchement, je vous demande de rester parce que ça vaudra le détour. Notre-Dame Autre match, Notre-Dame qui va jouer, qui va se déplacer du côté de Wake Forest. Victoire. Ouais, victoire aussi. On en a parlé tout à l'heure très rapidement, mais ce sera victoire et ce sera l'occasion pour Yann Book de montrer enfin que voilà, c'est si Dieu le veut. On passe au match suivant et match de SEC. Kentucky qui se déplace du côté d'Auburn. Auburn, sans hésitation. Pour vous, c'est un peu, c'est de la logique. Je dirais pas sans hésitation. Je dirais Auburn, mais je pense que Kentucky peut garder le match serré. J'ai bien dit peu, hein, j'ai pas dit 20. Il peut garder le match serré jusqu'au 3e quart-temps, mais je pense que sur la fin de match, Auburn risque de prendre le dessus. Et après, c'est comme ça va être les premiers matchs pour toute la SEC, pas non plus s'attendre à des matchs ultra propres de la part des grosses équipes. Hein. Je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps aussi un peu à eux. Donc, je pense que ça peut être plus serré que ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, petite parenthèse à propos de Kentucky, j'aimerais avoir vos avis, Augustin et... non, alors pas Augustin, justement, désolé Gus, plutôt Valentin et Guillaume. Nick Scalzo, il va être titulaire ou pas du côté de Kentucky, le quarterback qui était blessé toute la saison dernière, lui qui était apparu dans la série QB1, qui était un peu un freak quarterback, j'ai envie de dire, un mec un peu taré, qui était prêt à faire tout et n'importe quoi pour aller mettre des touchdowns, et qui dans la vie de tous les jours se dépensait à 300% à faire un peu des petites bêtises hein, qui sont un peu dangereuses pour sa santé, on va dire. Vous pensez qu'il peut être titulaire là cette saison ? Guigui, ça te plairait de le voir ? Alors oui, ça me ferait plaisir de le voir parce que comme, moi il m'avait bien fait rire dans la série d'affiches QB1. Maintenant, il y a encore Sawyer, le quarterback qui était déjà là l'année dernière, et ils ont aussi eu l'arrivée du transfert Joel Gatewood, d'ailleurs en provenance de Auburn. Donc après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas non plus suivi comme un malade mental la off-season de Kentucky, mais je pense que ça c'est pas pour cette année. C'est pas pour cette année. Ça risque d'être un peu court. Il vient d'une grosse blessure en plus, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être un peu court encore. Peut-être le voir sur des fins de match, à la limite, parce que du coup il est redshirt freshman. Mais ça m'étonnerait de le voir starter. Ou alors c'est que à Kentucky ça part sur des allures un peu de San Francisco 49ers avec tout le monde qui se blesse sur les 2 premières weeks. Et donc là, il serait, entre guillemets, un peu obligé de lancer dans le grand bain, mais pas sûr qu'il ait énormément de temps de jeu cette année. Pardon. Merci Guigui, on verra pour Scalzo, mais en tout cas pour ceux qui ont suivi la série, n'hésitez pas à nous en parler, tiens, ce que vous pensez. UCF qui se déplace à East Carolina, victoire des UCF, on va pas tergiverser là-dessus. On aura un gros match par contre, et c'est dommage qu'on n'ait pas l'analyse de Robin qui nous a quitté en cours de route, parce qu'il est tard. On aura Louisville qui se déplace à Pittsburgh. Gros match, victoire de... Alors, les gars, Louisville ou Pittsburgh ? Louisville. Louisville aussi. Alors, Guigui.
Moi, je mets Pitt. Mais Pitt peut le faire. Hein. Ouais. Je crois en Pitt et j'ai été assez déçu sur ce qu'a proposé Louisville pour l'instant. Donc, je vois pas de vraie raison à part une fulgurance individuelle plus que une vraie reprise en main collective de la part de Louisville. Donc, je vais mettre mon petit c'est la défense de Louisville qui a pas été bonne. L'attaque a été bonne en soi, mais la défense. Elle a mis du temps à se mettre en route. Parce qu'ils ont réussi. Il y avait la défense de Miami en face. Ce ne sera pas la défense de Pitt. Hein. Ça sera pas la défense de Pitt, c'est une certitude. Maintenant, je pense pas non plus que la défense de Miami soit une top 10 ou une top 15 de college football cette année. Surtout avec les opt-out, notamment avec Greg Rousseau. Mais ouais, j'ai pas été encore transcendé par cette équipe. Il y a rien qui m'a montré encore. Enfin, c'est mon avis personnel. Hein. Ils m'ont rien montré pour que je me dise ah ouais, contre Pitt c'est bon, c'est écrit, c'est sûr il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc je mets mon petit top 7 là. Pour moi c'est écrit. Je dis pas qu'ils vont mettre un tarif, mais moi c'est une victoire. Voilà. Ah mais après ça se tient. Hein. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est un upset. C'est que Louisville est quand même favori. Match suivant, Georgia Tech qui se déplace à Syracuse. Intéressant ça, alors on en parle super rapidement. Georgia Tech ou Syracuse? Syracuse en difficulté, Georgia Tech ils peuvent le faire. Hein. Syracuse en difficulté, mais pas loin à chaque fois. Hein. Genre, même s'ils ont perdu 30 points face à North Carolina a eu du mal. Ils perdent que de 11 points face à Pittsburgh. Faut faire attention, même si je pars, comme Guillaume vient de le dire, sur une victoire de Georgia Tech, attention. Moi, je mets Georgia Tech avec encore une grosse performance de celui qui, pour moi, est le meilleur freshman running back du college football, Jahmyr Gibbs. Ah vous, il te hype. T'es hypé par... Je suis ultra fan parce qu'en plus, il avait été très très fortement recruté par Florida et ça a été ça m'a fait excessivement chier qu'on n'arrive pas à l'avoir. Donc du coup, je m'étais énormément intéressé à ce joueur. Donc j'avais beaucoup de tape de high school. Et donc il m'avait hypé déjà excessivement avant le début de saison. Et avec son début de saison, il me hype toujours autant, voire plus. Donc j'aime beaucoup ce petit joueur. Très bien, on passe à... Ça, c'est un beau match. Ça, c'est intéressant. Iowa State qui se déplace à TCU, Texas Christian University, qui font leur entrée en lice. Iowa State qui a été auteur d'un mauvais match avec une défaite face à Louisiana. Les gars, qu'on se le dise, TCU, ça le fait ou pas? Ça dépend si Max Duggan sera de retour pour ce match. Parce qu'aujourd'hui, il y a une information qui est sortie que Max Duggan, il avait eu des problèmes de santé là, ces dernières semaines. On le pressentait pour ne pas reprendre la saison, mais finalement, il devrait bien revenir en cours de saison. Donc, à savoir si c'est dès cette semaine, ou si ça sera les semaines suivantes. Donc pour moi, si Max Duggan est là, TCU peut gagner, vu la performance d'Iowa State face à Louisiana il y a 2 semaines. Mais s'il n'est pas là, Brock Purdy marchera sur TCU. Alors, encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un match qu'on avait présenté et qu'il allait un peu... il allait y avoir du rififi. Bon, on attend toujours pour ce match. Hein. Je vous fais saliver, on attend. Mississippi State qui se déplace à LSU. Victoire. On en avait parlé de ça. Moi, j'avais dit que l'upset de Mississippi State qui peut s'imposer à LSU, c'est possible. Après, on voit quand même tous LSU. On est d'accord plutôt là-dessus ou... Ouais, trop de talent. Ouais, trop de talent. Ouais, mais Mississippi State, il y en a aussi du talent. Hein. Moi, je mets LSU. Je mets LSU avec possibilité d'upset si KJ Costello a réussi à... Alors déjà, si KJ Costello a réussi à s'intégrer dans cette équipe, possibilité d'upset parce que Mike Leach, et donc dès qu'il y a Mike Leach sur un banc, t'as toujours possibilité d'upset. C'est mon avis perso. C'est ça. Et possibilité d'upset parce que LSU, comment ils vont jouer, tout simplement. On sait qui va jouer parce qu'il y a la depth chart qui est sortie aujourd'hui, je l'ai vu. Que 5 titulaires de retour. C'est ça, je l'ai vu passer sur Twitter. Dans les 5 titulaires, si je dis pas de conneries, il y a Terrence Marshall, Jacoby Stevens, le DB, Derek Stindley, le DB, il y a un O-line, si je dis pas de conneries.
Et je sais plus Et qui un est le cinquième. defensive tackle. Un tackle, ok. Et ouais, donc voilà, donc c'est qu'est-ce que tous ces du coup sur 22, on est à 5, du coup ça fait qu'est-ce que ces 17 joueurs sans vraiment beaucoup d'expérience, voire pas du tout d'expérience, qu'est-ce que ces mecs-là vont donner? C'est la grosse le gros point d'interrogation. On est d'accord. Un match à suivre, hein, ça sera intéressant à voir. 21h30 samedi. Toujours sur la même horaire d'ailleurs, Texas qui se déplace à Texas Tech. Texas, victoire très convaincante face à l'Université du Texas, face à UTEP, hein, l'Université du Texas El Paso. Texas Tech qui sont imposés 35-33 pour leur premier match face à Houston Baptist, donc une toute petite fac. Match très très difficile pour Texas Tech, gagné sur le fil. Vous, tout le monde est d'accord pour mettre Texas en tant que favori? Ouais. Ok, bah on est d'accord pour Texas. Je pense... voilà, fallait que ça sorte. Match qui va intéresser notre ami Baptiste, hein, Batou, on fait vraiment des bisous. Toujours sur la même plage horaire, West Virginia qui se déplace à Oklahoma State. C'est un match intéressant. Deux équipes qui ont gagné leur premier match. Oklahoma State, on sait que ça a été quand même assez difficile. West Virginia, c'était face à Eastern Kentucky, donc ça reste quand même assez anecdotique. Est-ce que Oklahoma State va galérer? Et puis, il faudra savoir si Spencer Garbers sera de retour ou si c'est Shane Illingworth, le true freshman qui l'a remplacé, qui débutera la partie. Moi je pense qu'ils vont se reprendre. Ça va pas être convaincant non plus, mais je pense qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont s'imposer avec un peu plus de manière que ce qu'ils ont fait contre Tulsa. On va voir, mais je pense Pour la que santé mentale de Baptiste. ouais, c'est ça. Sinon, il va craquer là. Sinon, il on va va le perdre. craquer. Déjà, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Hein. On comprenait tous pas bien pourquoi il était pas pour cette saison universitaire. Il râlait pourquoi ça joue. Il avait les infos à l'intérieur. Il savait que ça allait être dur. Il savait qu'il y avait beaucoup de hype alors que fallait pas autant, les gars. Fallait pas autant. Ouais, il savait d'avance. Oh, il savait Et d'avance. on nous a vendu une bombe sexuelle et au final on a une femme lambda, tu vois, c'est pas cool pour lui. Guillaume, on va censurer, Guillaume. Pardon. Ouais. Ouais, ça vire le. On va censurer. Non. Et puis on laisse et on dira à Chloé d'écouter l'épisode, bien entendu. Georgia à 22h. Georgia, bisous à Chloé. Georgia qui se déplace du côté d'Arkansas. Georgia-Arkansas, grosse victoire d'Arkansas, on est tous d'accord. Hein. Ça va être plus 60. La grosse... ouais, plus 60, puis ils pourront sortir. Ils pourront sortir sans les masques, faire la fête dans les bars et oh là là, oh, quelle soirée. Non mais George. Pour mon billet d'avion. Mon billet d'avion, je me barre. Non mais George. Comme ça, gros. Je vais faire du poney sur des sangliers. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Red Dead Redemption, quoi. Georgia, en réalité, Georgia, quand même, qu'il faut suivre un peu à la loupe pour ce premier match. Donc, normalement, ça devrait être une grosse victoire. Mais je pense que c'est intéressant, quand même, de voir ce que ça va donner avec notamment JT Daniels aux commandes pour son premier match. Intéressant de voir l'entrée en matière de Georgia et Kirby Smart, encore une fois, on l'a dit, qui va devoir faire une grosse saison et aller très loin cette saison s'il ne veut pas peut-être perdre son poste. Duke qui se déplace à Virginia, victoire de Virginia pour leur premier match, on est d'accord? Ouais. RS, Virginia, nickel. Alabama qui se déplace à Missouri, bon. Alabama. Avec voilà. Mac Jones titulaire. Ouais. Ça a été confirmé aujourd'hui. Mac Jones titulaire, match à 1h du matin pour ceux qui veulent voir Alabama, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui veulent les voir jouer. Voilà, et puis trop rien à dire sur Alabama, grosse victoire face à Missouri, il n'y a rien de particulier à dire d'autre. Florida State qui se déplace à Miami. Intéressant. Très intéressant pour le derby Floride en ACC. Florida State Miami. Sans Mac Norvell, hein, qui a contracté le coronavirus. Ouais, l'head coach de Florida State. Enfin un truc de positif à Florida State. Il a fallu attendre, mais on en a trouvé un. Ça était pas mal, celle-là, quand même. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'était obligé. Celle-là, elle n'est pas de moi. Je sais plus qui l'a dit sur Twitter, c'était un ricain.
Mais il faut rendre à César, c'est à César. Je ne sais pas qui est César, mais elle n'est pas de moi. C'était tellement sûr à Tallahassee. Vous avez vu les images du match de Florida State? Le nombre de gens qu'il y avait dans les tribunes, tous serrés, pas de masque, c'était n'importe quoi. Ah bah, en même Non, temps, mais ils sont à Tallahassee, il faut pas trop leur demander. Hein. Mais c'est la Floride, c'est inquiétant parce que quand même, enfin, pour l'instant, ça va au niveau des joueurs, mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est depuis le début, de toute manière, de la pandémie, c'est un des États qui est le plus inquiétant au niveau du respect des règles sanitaires. Mais c'est rien, c'est la Floride. Si le virus n'était pas arrivé par le Maryland, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y a jamais eu de virus arrivé par le Maryland, ça commence en Californie, à New York, mais en plus de ça, le Maryland, n'importe quoi. Et en plus de ça, et en Floride, vous devriez faire attention, hein, parce que le pourcentage de retraités vivant en Floride, les gars, faut pas faire rentrer dans les stats. Hein. Bref. Ça va faire baisser les prix du logement. le podcast qui part en cacahuète. De viager en Floride, là, c'est pas de me niquer mes bails, s'il te plaît. Florida State qui perd face à Miami, on est à peu près tous d'accord quand même. Ouais. Après une défaite, Florida State pour leur premier match face à Georgia Tech, hein. Miami qui reste sur 2 victoires. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce match. Hein. Miami qui devrait gagner. Et encore une fois, on devrait voir. Intéressant quand même de voir Marvin Wilson face à Derek King. Voilà le petit match-up, mais franchement, ça risque d'être compliqué pour nos amis les Seminoles. Tennessee qui se déplace à South Carolina, toujours à 1h30 du matin. Tennessee, South Carolina, ça vous inspire, ça vous parle, ça vous enchante? Pas spécialement, mais je mettrais un petit upset des victoires de South Carolina. Qui a changé de quarterback. Hein. Ouais, sur un score assez serré parce que Taylor... non, pas Taylor. Ryan Hinsky, pardon. Taylor paie à son âme, du coup. Ryan Hinsky qui a été, pas été promu titulaire. Un peu la surprise générale. Mais ouais, moi, je vois bien South Carolina parce que j'aime beaucoup leur défense. Notamment avec, comment il s'appelle leur grand corner, le 24? Israël, Mokwamo. Voilà, merci. Qui met deux pitchs, je dis pas de bêtises, contre Georgia. L'année dernière. Donc ouais, ma petite upset et victoire de South Carolina parce que cette équipe de Tennessee elle m'inspire pas. Je suis pas très hypé par cette équipe comme j'avais pu le dire pendant la preview. C'est pas chaud. Et moi je serais de ton avis, Guigui, ça serait l'upset possible. Sachant que Tennessee, quand même, faut pas oublier, il reste les grands favoris, mais l'upset est largement possible. Maintenant, on va parler du match à controverse. Ouais, le gros match à controverse, ça y est. Non, du calme. Non. Du calme. À 18h samedi, vous avez Notre-Dame Wake Forest, en gros match sympa. Kentucky Auburn, Kansas State Oklahoma, pour ceux qui veulent voir Oklahoma. Et le Louisville Pittsburgh, mais à 18h, et je pense que c'est le match à ne pas rater à 18h. C'est Florida qui se déplace à Ole Miss. Alors, sachant qu'on a Valentin d'Ole Miss et Guigui de Florida qui sont présents sur cet épisode aujourd'hui, eh bien, on va les laisser débattre, s'il vous plaît, pas plus de 5 minutes. Hein. Les auditeurs n'en pourront plus, auront la tête mal au crâne à cause de vous. Mais allez-y, je vous laisse vous battre. Et ça sera du côté d'Oxford, dans le Mississippi, hein, à Ole Miss. Voilà. Comme ils sont à domicile, je laisse Valentin commencer. Et vu que je suis galant, je donne honneur aux perdants, aux futurs perdants. Hein. Donc je t'en prie, vas-y. C'est le plat, je vais rien dire. Alors, Ole Miss Florida. Moi, le seul truc qui me fait un peu chier dans ce match, c'est que je finis le boulot à 18h30. Donc du coup, je vais rater les 2 premiers télés de la saison de Florida. Que dire de plus? Il y a eu la première partie de presse conférence aujourd'hui. Il y a Dan Mullen qui a dit que Rhys Plumlee, qui était un bon quarterback, qu'il était plus rapide que n'importe quel joueur dans le roster de Florida, et il nous a même appris qu'il avait essayé de recruter Plumlee quand il était à Mississippi State. Bon, ce qu'il a aussi dit, c'est qu'il avait essayé de le recruter, mais en cornerback. Donc ça vous montre l'étendue du panel de possibilités que peut offrir un cornerback en tant que quarterback.
Mais voilà, moi je vois une victoire assez tranquille de Florida. On va pouvoir faire tourner un peu. Euh, Non, sans, mais là, c'est bien respect. sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Vas-y, Valentin. Bah, moi, je souhaite que le meilleur gagne et puis on verra ça en temps voulu. Mais Puis depuis voilà. quand tu fais du politiquement correct, toi? Vas-y, va là-bas. Non, non, mais ça, alors ça me tue, ça. Et parce que, enfin, en off, c'est là, ça s'insulte, ça se balance des trucs dans la tête H24. Mais là, ça y est. honnête. Alors là, dès que c'est écouté, ça y est, ça change de ton. Non, Valentin. Oui, parce qu'il sait que c'est enregistré, il sait qu'il y aura des preuves après, tu vois. Non, Valentin. tout ce que je sais, Non, c'est mais qu'il y a eu, en qu'il y a eu vrai- des en paris. réalité- Voilà, s'il y a un touchdown sur la tête de Marco Wilson, ce qui va arriver 3 ou 4 fois dans le match, et ben il va y avoir 3 ou 4 maillots. Mais il va même pas y avoir 3 ou 4 passes de Plumlee, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu sais qu'on n'a pas que Plumlee. Enfin, je veux dire, on a un deuxième quarterback. Toi, tu perds Trask, il y a qui derrière? Allez, Maury Jones. Ah, super. Encore le Super. encore- Ouais, c'est lui il lance bien le ballon, lui. Hein. Lui, il peut aller lancer le ballon en 4e division, ce bâtard. Hein. Et il est pas aussi bon, il est pas aussi bon que ça. La division 1, Voyons les mots. c'est juste pour jouer cornerback, frère. Lui, c'est un cornerback. Lui, tu le fais jouer cornerback. Sinon, il peut aller lancer des ballons gros à la Courneuve. C'est son niveau. Même parle pas de lui, me parle pas de lui. Yes. Quand même, en 30 secondes, Le vrai visage. ça brille. Le vrai visage de ce monsieur. Le vrai visage percé en plein jour de ce monsieur. Non, mais moi, je suis Alors très que les deux serein. meilleurs Non, mais- quarterbacks de ce match-up, ils seront habillés soit en bleu, soit en blanc. Avec un petit photo. Non, mais Valentin, en vrai, Valentin, toi, sincèrement, si t'avais un avis, allez, t'étais pas fan de Miss, t'avais un avis extérieur sur ce match, tu dirais quoi? Tu donnerais la victoire à qui? Ou en tout cas, comment ça se passerait selon toi? Alors, moi, d'un avis d'un bon analyste de football américain, de college football, de quelqu'un de passionné et voilà, pas juste d'un coquet de Floride qui pense qu'à sa gueule, je dirais que Florida est quand même favori. Après, ça reste le premier match, comme on dit, avec le Covid et tout, c'est assez particulier, donc tous les premiers matchs sont sujets à un upset. Moi, Mais c'est ça aussi. tout ce qui m'intéresse dans ce match, c'est de voir comment Lane Kiffin va faire jouer les deux quarterbacks. Moi, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Si on fait un bon match, tant mieux. J'espère qu'on va faire un bon match et voilà. Mais voilà, Guillaume, toi, est-ce que tu imagines quand même qu'Ole Miss peut gagner ce match? Parce que c'est vrai que, comme l'a dit Valentin, il y a aussi tout un contexte qui est assez particulier. Et Ole Miss, faut le dire, ils arrivent quand même avec une belle équipe. Ah oui, non, mais maintenant qu'on a pu déconner à ce trash talk un petit peu, oui, comme l'a dit Val, c'est le premier match de saison. Il y a eu une préparation ultra tronquée, mais ça, c'est pour toutes les équipes du college football. Ça a été assez particulier. Donc ouais, c'est même moi qui l'ai dit plutôt dans le podcast, il y a un quart d'heure, 20 minutes, où j'ai dit avec la situation, tout peut arriver. Donc je vais pas commencer à faire genre maintenant tout peut arriver sauf à Florida. Ça serait un peu débile. Mais oui, non, évidemment, tu peux avoir un upset. Le match, techniquement, il peut se terminer sur un 6-3, tu vois. Après, en essayant d'être le plus objectif possible, je vais arrêter de vanner en disant qu'on va faire jouer nos deuxième et troisième teams dès la mi-temps. Je pense quand même qu'on a de quoi gagner ce match. Je pense que sur le papier, en tout cas, on a la meilleure équipe, sans non plus enlever à Ole Miss qui ont des bons joueurs, tu vois. Même si je m'amuse à tirer sur Plumlee à longueur de journée. Son jeu au sol. T'inquiète, Plumlee, il s'est tiré avec des balles de ping-pong dans des bières en pleine pandémie. Ah ouais, non, ça, tu vois, c'est même pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais, non, mais, on a pu voir ce qu'il a fait la défense de l'ASU l'année dernière. Même si, d'accord, Ole Miss perdait d'un petit nombre de moments, donc peut-être que la défense, peut-être que machin. Il y a plein de peut-être. Le fait est, c'est il leur a, entre guillemets, roulé dessus. J'ai du mal avec l'expression rouler dessus quand tu perds ton match, mais bon. Individuellement, le mec a fait son match. Ça n'a pas suffi parce que LSU, hein. Donc, oui, non, c'est un bon joueur de college football. C'est pas le meilleur quarterback du college football, mais c'est pour moi un bon joueur de college football, tu vois. Donc, évidemment, il peut y avoir un upset. Je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, mais c'est pas à exclure, quoi. Et pour finir là-dessus, quel est votre pari?
Quand même, parce qu'il faut un pari là. Florida. On n'a pas souvent des matchs entre nous. Enfin, vous aussi plus régulièrement, mais dans l'équipe, on n'a pas forcément souvent des matchs entre nous. Alors c'est l'occasion de parier quelque chose. Bah, nous, à une époque. On a déjà fait des paris. Hein. Ouais, c'est vrai, n'est pas correct. Oui, On a fait un pari. D'ailleurs, je vais être plus gentil que ce qu'on avait dit de base avec Val. C'est si Marco Wilson se prend un TD en man coverage sur la tête, je dois un maillot à Valentin. Et à l'époque, c'était s'il en prend pas, je prends un maillot. Au final, je trouve un peu ça dégueulasse. Donc, si Marco Wilson met un pic, Valentin m'offre le maillot de Marco Wilson. C'est bon pour toi, Val? Ouais, c'est bon. Ok. Et Donc, si voilà. Plumlee met plus de 3 touchdowns, tu lui offres quand même un maillot à la course. Mais non, la course, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est s'il en met 3 à la passe, ou là, je veux bien me faire. Je vais rien dire parce que je vais le regretter, mais c'est. Non, mais à voir en tout cas, à voir. Franchement, pour moi, c'est le match à regarder à 18h, clairement. Et ce match, si vous le regardez sur votre ordi, n'hésitez pas à le regarder aussi sur Twitter, les échanges entre les comptes Ole Miss France et Florida Gators France. Ça risque d'être assez sympa. Et nous, on risque de bien se marrer dans l'équipe, on attend que ça. Hein. Et je m'excuse encore une fois, je pourrais pas regarder le match avant 18h30 parce que je finis à 18h30 le boulot. Donc je regarderai dans la voiture puis chez moi. Mais sur le début de match, je serai pas très actif. Donc, peut-être que notre copain sera lui plus actif et plus en forme que moi sur le début du match. J'espère que la tendance va s'inverser au fur et à mesure du match où il va commencer à baisser un peu les tweets, à commencer à s'énerver un peu et moi à jubiler. C'est tout ce que je me souhaite. Moi, je préviens que globalement, je vais essayer de tweeter, surtout au début, mais une fois que Guillaume sera en place, je vais passer plus mon temps à l'insulter en vocal qu'autre chose. Donc, je vais mettre ce qui se passe, je vais faire un live tweet, mais voilà, si je suis pas trop actif à un moment, c'est que je suis en train d'insulter les grands morts sûrement de notre ami Guillaume. Et voilà, c'est tout. Mais ouais, après, sinon, c'est le match à voir, à mon avis, très objectivement, c'est le match à voir samedi, quoi. Ah ouais, clairement. En tout cas, pour nous, il y a la réalité, tu vois. Pour quelqu'un de plus lambda, c'est un match plus lambda. Après, je pense que ça fait partie des 5 ou 6 matchs où l'écart de niveau est le moins important. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, complètement. Le foot proposé peut être plus beau des deux côtés. Et puis c'est toujours une belle affiche en sec. Hein. C'est toujours une belle affiche. En tout cas, la sec est de retour. Voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Hein. C'est ça. Ouais. On va arrêter parce que c'était bien sympa la ACC, les machins, les trucs. On va commencer à reparler un peu football parce que là, ça commence à faire longtemps. La SEC et le Big Ten en fin de mois prochain, fin octobre. Donc vraiment, là, c'est. Non, la Big Ten, elle est claquée au sol. Non, on va terminer. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça passer, ouais. Cet épisode. D'ailleurs. Big Ten d'un niveau médiocre. J'ai vu. Comme l'a déjà dit un grand entraîneur, double champion du monde, le groupe vit bien. Bref, les amis, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, voilà, c'était les reviews et previews du week-end dernier et du week-end qui arrive. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les matchs qui arrivent. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les matchs passés ou n'importe quoi. Encore une fois, merci de nous écouter, merci de nous suivre. Tous les jours, je vois des nouvelles personnes qui mettent j'aime sur Facebook. On a beaucoup plus d'interactions. C'est vraiment motivant. Voilà, on sera là à raison d'une fois par semaine, bien entendu. Comme d'habitude pour les reviews previews. N'hésitez pas à interagir avec nous, surtout pendant ce fameux Florida Ole Miss. Et puis voilà, si vous avez besoin de savoir où regarder les matchs, souvent on vient nous demander, voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis pareil pour les horaires. Enfin voilà, vous le savez, on est là, on répond dès qu'on peut et on est un peu dispo. On est dispo sur Facebook et Twitter pour les messages. Sinon, au niveau des écoutes, on est dispo sur toutes les plateformes. Voilà, merci les amis, merci d'avoir participé à cet épisode. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.